On a eu la chance, la dernière fois, et puis cette fois aussi, d'avoir vraiment des contributions de fond. C'est-à-dire on va au cœur à la fois des pratiques, et c'est ça qui était intéressant pour nous, c'est pas faire la philosophie sur les valeurs en soi, c'est comment un professionnel engagé avec des responsabilités commence aussi à nous dire ce qu'est sa conception de la philosophie, des valeurs de la République, etc. On est vraiment au cœur de notre réflexion, et j'allais dire que l'intérêt c'est qu'on l'a filmé, c'est-à-dire, bon, je vois que c'est écrit aussi, tu nous as déjà donné des textes, mais je pense que c'est des textes aussi à relire, quasiment à étudier. C'est vraiment des superbes contributions, un immense merci. Alors ce que je propose aux unes et aux autres, c'est de commencer à réagir d'une manière spontanée. Vous n'êtes pas obligé de refaire des développements aussi, j'allais dire, complets, construits. Sachez qu'on note les meilleures interventions. Et comme ça, on vous sollicitera aussi pour faire des introductions. Qui est-ce qui prend la parole, la première? Est-ce que c'est notre psychiatre d'un établissement de la région parisienne qui a vu le malade ou pas? Parce que je la connais par cœur, notre Véronique, voilà, Véronique Lefebvre-Desnouettes, donc psychiatre. Il faut apprendre à se connaître pour explorer les frontières et les confins de la tolérance. Mais il y a toujours une limite. Et au-delà de cette limite, arrive l'intolérance. Donc effectivement, je suis médecin, on se connaît, on travaille depuis très longtemps, bien sûr, énormément. Et puis, le discours des magistrats n'est pas le discours des médecins. Et la souffrance du magistrat dans la société civile n'est pas la même. Elle ressemble un peu, parce que vous avez affaire aussi à énormément de souffrance psychosociale aussi. Et à l'hôpital, nous avons affaire aux plus démunis, enfin en tous les cas dans le mien, les démunis, des patients atteints de troubles cognitifs et qui ont besoin de cette interface entre nous. Ils ont besoin qu'on se parle, qu'on tolère votre discours, qu'on tolère le mien, pour essayer de trouver une interface et essayer de tisser des ponts entre nos disciplines qui se redoutent parfois. Donc oui, il faut continuer à tisser ces liens que vous avez bien évoqués ce soir. Tout à l'heure, je faisais une conférence pour les magistrats pour justement apprendre, qu'ils apprennent les grands chapeaux de la psychiatrie, de la psychopathologie, et qu'ils apprennent aussi à s'occuper d'eux-mêmes, puisque c'était pour un séminaire de préparation à bien vieillir pour les magistrats. Et je pense que si on s'occupe bien d'eux, eh bien peut-être que ça sera dans l'intérêt de tous nos citoyens. Ce que je voulais dire, c'est que c'est très difficile pour nos patients et les familles de ne pas avoir peur de ce que devrait être un juge de proximité. Ils ont très peur, notamment pour les mesures qui devraient les protéger, que ce soit des mesures de rejet et que ce juge des tutelles, d'ailleurs c'est pas toujours des tutelles, sanctionne quelque chose qu'ils n'ont pas voulu, que la société ne veut pas voir. Les malades d'Alzheimer, on nous parle d'un virage ambulatoire, doivent rester chez eux, mais les voisins se plaignent, les voisins ont peur, les voisins disent ce n'est plus possible, l'appartement est diogénisé, on va demander une mesure de tutelle. Donc apprendre à se parler, à se connaître, peut-être trouver le juste mot justement sur le juge de proximité, je ne sais pas ce que vous en pensez, le juge de la protection, voilà, qui ferait peut-être moins peur et qui aiderait à plus de tolérance. Peut-être avant que Anne réponde, on va faire juste un petit peu circuler le micro, puisque c'est un débat, valeurs de la République. Vous êtes nos citoyens. Qui prend la parole en numéro 2? Qui désigne-t-on? Philippe, par rapport au débat sur toi qui as une idée sur tout en général et sur ça en particulier, confronté, engagé, associatif, confronté aussi à une certaine forme d'intolérance par rapport à certaines maladies, tu peux peut-être réagir concrètement. J'ai pas une idée surtout, j'ai pris des notes parce que ces concepts-là effectivement me parlent et m'interpellent. La tolérance, c'est comment je reconnais l'autre dans son altérité et que je lui permets d'exister quelle que soit sa condition. Donc oui, le croisement avec les réflexions de fin de vie qui me préoccupent actuellement sont en phase avec ce qui est en train de se dire. Moi, je suis interpellé par ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le patient qui est dans une situation de vulnérabilité, de grande vulnérabilité, et qui est confronté à des professionnels en surplomb, en posture de personnes bien portantes. Et effectivement, mon parcours fait que je suis médecin
mais je suis aussi le père d'un jeune homme en étape aussi relationnelle, et donc j'ai une expérience du soin des deux côtés. Et quand on change de bord, on s'aperçoit que cette réalité-là, on ne la mesure pas. Et d'ailleurs, le fait d'être médecin, c'est pas un avantage, parce que dans mon expérience, c'est plutôt une circonstance aggravante. Parce que comme vous êtes médecin, vous êtes à même d'absorber un certain nombre de choses, et à la limite, on prend encore moins de précautions, comme ça on vous administre la vérité, puis vous faites avec, quoi. Donc ça peut être extrêmement violent, d'ailleurs. J'ai pas envie de faire des développements sur l'affaire Lambert, parce que j'étais pas venu pour ça. Je m'étais mis en position de recevoir et pas tellement d'exprimer. C'est sûr que ce qui nous a choqué, nous, au sein de notre association, puisque je suis au conseil d'administration de l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens, et que quand cette affaire-là est venue devant le Conseil d'État, on a considéré qu'elle avait une portée exemplaire et qu'elle aurait des conséquences pour tout le monde. Et que ce que j'ai eu à porter, en définitive, c'est une grande peur qui persiste aujourd'hui, d'être confronté à un arbitraire médical qui permettrait de déterminer que tel ou tel doit vivre ou ne doit plus continuer de vivre, et au nom de quoi, surtout quand on n'est pas en fin de vie, et qu'il s'agit de maintenir ou d'interrompre l'alimentation et la nutrition. Alors on les a définis comme des traitements. Au sein de notre association, on a beaucoup discuté et on a considéré que le péril, il n'était pas sur cet aspect-là, même si on peut ne pas être d'accord avec ça, que pour nous, le principal danger, il est sur comment on décide quand on doit décider. Et cette prise de décision, elle ne peut être, pour qu'elle soit respectueuse, acceptable et vivable, elle ne peut être que collégiale. Or, aujourd'hui, cette collégialité, elle est strictement médicale, et quelque part, la décision, quand la personne n'exprime pas sa volonté, la décision est confisquée. Et dans ce schéma-là, la loi est actuellement défaillante, y compris la loi rénovée, puisqu'on prétend donner de nouveaux droits aux malades. Un certain nombre d'entre eux en sont exclus et ne bénéficient pas d'un élargissement de la collégialité qui me semble indispensable. Et donc là, il y a un bout de tolérance qui manque. On va continuer, si vous voulez bien, à faire circuler la parole. C'est des sujets en soi fondamentaux. Voilà. C'est une personnalité. Il n'y a pas le feu. Vas-y, tu interviens. Dis qui tu es. Oui, bonsoir, merci. Merci déjà de créer la rencontre et de permettre la parole partagée. Bernard Elgozi, moi je suis médecin à Créteil et je travaille sur les questions sur la vulnérabilité en santé depuis que je suis tout petit, avec Emmanuel et quelques autres. On était petits ensemble. Oui, on a été petits ensemble, je crois. SIDA nous a fait grandir un peu, hélas. La question que je me pose, c'est celle de la limite. De mes limites à moi, des limites de l'autre et des limites du système. À partir de quel moment je ne peux plus être tolérant? Et à partir du moment où moi je suis plus tolérant, qu'est-ce que ça veut dire? Et quel droit je me donne d'intervenir? Parce que c'est bien ça. Quand on est plus tolérant, eh ben, on intervient, on est dans l'ingérence. Et quelles sont les limites du respect de l'autre, et puis de l'intolérance à sa souffrance, parce que lui n'est pas capable d'y réagir. On est confronté à des publics très vulnérables, avec des tas de piles d'assiettes sur la tête depuis... on a tout vu passer. À un moment donné, on ne peut plus voir passer les choses en restant les bras ballants. Donc, c'est l'ensemble de déterminants, d'éléments sociaux, de santé, économiques, psychologiques, d'environnementaux, etc., qui fait que la personne est dans une situation catastrophique et elle n'est pas en capacité de mobiliser ses propres ressources, et de quel droit, moi, je vais mobiliser les miennes pour lui ou à sa place. Et c'est une question qui n'est pas nouvelle, hein, mais ça va avec, je crois. Alors, je continue, Anne, encore à faire circuler, comme ça permettra une synthèse. On a Franck Rolland, notre président, j'allais dire président de l'éthique des étudiants de KB en tant que tel. Vas-y.
Donc je suis en 5e année de médecine. Je vous remercie parce que dans votre propos, vous avez d'ailleurs fait une allusion à une théorie de la tolérance, sur la tolérance immunologique, cette tolérance qu'on acquiert pour nous protéger des agents extérieurs qui pourraient nous agresser. Et c'est une tolérance qu'on apprend biologiquement également. On apprend à nos cellules à tolérer des éléments qui nous ressemblent ou qui font partie de nous-mêmes. Et donc je trouvais intéressant de pousser un peu le parallèle jusqu'à finalement qu'est-ce que ça veut dire que tolérer? Est-ce que ça ne veut pas dire aussi accepter des choses qui nous ressemblent ou du moins qui ne puissent pas nous nuire? Et donc ça peut aussi poser tout un tas de questions sur ce qu'on est capable de tolérer et sur la possibilité éventuellement qu'on aurait d'apprendre à tolérer sans cette forme de condescendance que le premier intervenant avait souligné dans ses définitions. Merci. Sans vouloir faire d'indiscrétion, c'est pas closer ici, il n'y a pas de journaliste. Franck est en train avec ses collègues de préparer la première journée des étudiants d'Île-de-France en éthique. Et nous serons très fiers d'y participer. Peut-être qu'il t'invitera. Donc voilà, Franck Rolland, quelqu'un qui a de l'avenir. Pour la succession de l'espace éthique, je vois déjà un prétendant. Alors il y a Didier Ouegrado, qui est un philosophe africain, qui a fait sa thèse de philosophie sur Lévinas, et qui est vraiment un des plus grands soutiens de l'espace éthique, parce qu'il nous ouvre à la notion d'interculturalité. Et je présente, pour que ce soit un peu convivial, et vous sachiez qu'on a quand même des gens sympathiques dans cette salle. Didier. Merci Emmanuel. Je ne sais pas très bien si je vais intervenir sur l'interculturalité ici, mais je pose une question. Au départ, ça me préoccupe un peu. Autant quelqu'un a été intervenu tout à l'heure en demandant jusqu'où la limite de la tolérance. Moi, je me demande à partir de quand se pose la question de la tolérance. Parce qu'en fait, ce n'est pas inné. On l'acquiert au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut l'acquérir ou peut-on apprendre à l'acquérir en ignorant totalement autrui? Parce que dans le fond, c'est parce qu'on commence à penser que l'autre peut être quelque chose que la question de la tolérance peut se poser. Est-ce que si on évacue cette question principielle, originelle, est-ce qu'il y a possibilité de parler de tolérance? Parce que si on ignore totalement qu'il est ailleurs, qu'il n'est pas de chez nous, qu'il est tout à fait différent, radicalement différent de moi, comment puis-je alors ouvrir un espace qui permette le sentiment et qui cultive, si vous voulez, cette attitude? Parce que la magistrate tout à l'heure nous a dit aussi que ça interfère sur une activité. On ne peut pas rester seulement théorique. Donc, comment alors partir de cette idée générale, de cette base qui n'existe pas a priori, et arriver à cultiver, à mettre en place cette idée, à la rendre effective et surtout à la matérialiser par des actions réciproques. Une autre idée, c'est que est-ce que je peux être tolérant seulement dans un sens purement asymétrique? Est-ce que ça ne requiert pas aussi que quelque part ma tolérance, cet effort, parce que ça demande un effort, que je déploie vis-à-vis de l'autre, que je puisse aussi en recevoir quelque part, donc de lui vis-à-vis de moi? Est-ce qu'on peut rester seulement dans un sens unique, unilatéralement parlant, de la tolérance? Donc je fais exprès de ne pas intervenir sur l'interculturalité parce que je pense qu'un autre moment sera donné pour que nous puissions travailler sur cette question liée aux valeurs de la République. Merci. Et on termine le tour de salle avant la réponse d'Anne, et puis on passera ensuite à la deuxième partie avec une élue. Ça va faire plaisir à Anne, elle est au tribunal de Versailles, à la cour d'appel. Donc on a une élue de Versailles qui va apporter son contrepoint d'élu. Oui, moi je voulais poursuivre dans ce qui vient d'être dit. La tolérance, ça évoque en fait un périmètre. Et ce périmètre-là, c'est celui que je me donne comme étant le champ de mon connu, de mon univers. Et finalement, la tolérance, est-ce que c'est pas plutôt accepter de se faire emmener dans l'inconnu? L'inconnu de celui qui
qui souffre, qui est vulnérable, qui est altéré. Moi, je ne me considère pas altérée et pourtant, il va m'emmener sur des chemins de traverse que je méconnais. Est-ce que la tolérance, c'est pas tout simplement accepter de se faire interroger, de se faire emmener dans l'inconnu? Elle m'a dit que quand ses charges s'allégeront, elle fera un doctorat chez nous, elle a tous les éléments pour. Ah voilà. Alors je vais essayer de répondre à toutes ces questions brièvement, mais sans faux fuyant. Je vais commencer par la dernière. La tolérance évoque un périmètre. Je crois que justement, effectivement, elle évoque un périmètre lorsqu'on se borne dans un périmètre. Et que précisément la tolérance, c'est à mon sens aller bien au-delà de cela. Accepter d'aller dans l'inconnu de l'autre, mais accepter d'aller dans l'inconnu de l'autre, ça veut dire que nous soyons suffisamment forts pour accepter d'y aller, quelle que soit la place qu'on occupe. Et quand tout à l'heure je vous expliquais que de la place du juge, aller dans l'inconnu de l'autre, c'était très compliqué parce que nous avons une position institutionnelle. Et donc vous en avez forcément une aussi en tant qu'élu. Les médecins en ont une aussi, les travailleurs sociaux en ont aussi. On est obligé de tenir compte du contexte dans lequel nous travaillons. Et je disais tout à l'heure, nous ne réduisons pas notre fonction nous dépasse, mais nous allons l'incarner d'une façon ou d'une autre, avec ce que l'on est, mais avec quand même le respect du cadre dans lequel nous intervenons. Donc aller dans l'inconnu de l'autre, oui, ça s'appelle la relation. Et donc ça permet de sortir d'une définition enfermante de la tolérance. Tolérance, ça veut dire aussi, sans doute, à autrui, vous l'avez dit monsieur tout à l'heure, en indiquant qu'il fallait se demander à partir de quand devait-on se poser la question de la tolérance. Alors je pense que dans notre vie de tous les jours, on ne se pose pas la question de la tolérance. Parce qu'à partir du moment où on se dit je me pose la question de la tolérance, ça veut dire qu'on a déjà été agressé. Ça vous arrive tous en descendant du bus ou dans le bus de recevoir des coups de sac, etc. Et vous êtes plus ou moins tolérant, ça dépend des moments, à la manière dont on entre dans votre espace vital. Bien, je pense que c'est la même chose dans le monde des idées. Quand on entre dans un espace vital qui vous chahute, le réflexe, c'est effectivement à partir de quand je considère que je mets en branle ma tolérance. Et moi, il me semble que c'est plutôt les autres éléments que j'ai apportés tout à l'heure à notre réflexion commune qui doivent nous permettre de ne pas être dans cette posture-là. Parce que quand je commence à me dire est-ce que je suis tolérant ou intolérant, je pense que déjà, on a déjà atteint, les warnings se sont allumés. Cela étant, vous dites très clairement que, en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que c'est bien joli tout ça, c'est de la théorie si on ne le met pas en pratique. Et évidemment, je ne vais pouvoir durer dans ma relation à l'autre que si j'ai un retour. Si je n'ai pas de retour, bien, je vais me lasser, je vais m'épuiser parfois. Donc on ne peut pas faire les choses seul. Et je rebondis, monsieur, sur votre question fondamentale. Comment dois-je faire à ma place de professionnel, chahuté, culbuté, très très profondément touché par ce qui m'arrive dans ma vie, vous l'avez très bien dit. Comment je fais pour ne pas m'épuiser dans mon métier alors que je sais que je ne suis pas toujours tolérant, mais que l'institution n'est pas non plus tolérante vis-à-vis de moi. Donc de qui dois-je me protéger ? Quel est le sens de mon travail ? Et donc par rapport aux questions que vous posiez, sur la peur de l'arbitraire, qu'on ne doit pas tolérer, l'arbitraire. Parce que là, on n'est plus dans une république, on n'est plus dans une démocratie. Les valeurs sont par terre. Et l'intolérance, on sait très bien ce que c'est la dictature. La tolérance, c'est la république, c'est la démocratie, mais c'est aussi prendre le risque parfois d'être dans des situations extrêmement difficiles. Mais pour répondre à votre question, j'ai déjà écrit plusieurs fois, je le dis depuis fort longtemps, je crois qu'effectivement, la médecine doit sortir d'une collégialité qui a fait progresser un certain nombre de choses. Comme les espaces éthiques dans le milieu médical ont été précurseurs et ont permis de penser ce que c'est que la vie et les limites et comment on peut aller vers une sensibilité qui accepte d'être confrontée aux vraies questions. Je pense que maintenant, le temps est venu d'accepter une collégialité externe. Et je crois profondément que le corps médical gagnerait à avoir des regards extérieurs. Et quand je dis les regards extérieurs, je pense que, pas forcément un juge, mais un juriste, c'est-à-dire quelqu'un qui pense le cadre,
qui pense les concepts, qui pense les limites, mais qui est aussi capable d'aller au-delà des limites, parce que le droit, c'est un contrat, c'est la création de relations, sinon ça n'a pas de sens. Et si on y ajoute un philosophe, ou en tout cas quelqu'un qui a des vraies interpellations de fond, là aussi avec quand même, qui est suffisamment cortiqué pour tout mettre en lien, parce qu'on peut partir dans des digressions absolues, mais concrètement on fait quoi et on dit quoi à la famille? Et on dit quoi aux gens? Et comment on fait pour essayer de permettre à la parole de s'exprimer? Et sur les questions de fin de vie, et sur les situations de fin de vie, sur l'affaire Lambert, je viens d'écrire un article là aussi pour dire, mais tout le monde parle à sa place. Mais enfin, mais à un moment donné, que fait-on quand les personnes ne peuvent pas s'exprimer? On a un cadre juridique pour ça, qui s'appelle la protection des personnes. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre un juge partout, je suis en train de dire qu'il faut mettre de la critique, de la pensée collective à partir de situations qui sont extrêmement difficiles et pour lesquelles personne n'a la solution. Mais en tout cas pas, ne sont en tout cas pas les médecins seuls qui peuvent dire on arrête pas, et on va utiliser celui de la famille. Je ne dis pas que ça a été fait comme ça, hein, mais je dis, parce qu'on a tous des exemples et des contre-exemples, on va aller chercher celui dans la famille qui va plutôt aller dans notre sens. Et on ne va pas tolérer ceux qui, en contraire, vont agiter le cocotier. Donc oui, bien sûr, il faut y aller. Et ça, je vais là sur votre question, Véronique. Il faut y aller pour tout le monde, et pas simplement pour des personnes qui ont les moyens intellectuels, sociaux, culturels, économiques de dire les choses, qui peuvent vous menacer d'aller chercher un avocat. Pour les personnes les plus en difficulté, celles qui sont vraiment dans notre quotidien, et que vous voyez, vous, les médecins, beaucoup plus que moi, parce que moi, je vais les voir pendant un temps. Ce que je vais pouvoir faire à ma place, c'est leur permettre de s'exprimer, mais c'est tout. C'est vous qui... C'est déjà pas mal, je suis d'accord, mais c'est tout. Et ce que vous avez dit est très important, c'est comment fait-on pour mettre en lien les différents intervenants pour que la parole émerge, même les paroles difficiles. Et puis, je ne sais plus où il est, le médecin de Créteil. Quelle limite du système? Et comment est-ce qu'on peut construire une interpellation sur les limites pour que justement le système ne s'emballe pas, au prétexte qu'à un moment donné, il y aura quelqu'un pour appuyer le bouton, ne pas l'appuyer. La tolérance, oui, mais parfois, on ne peut plus. Et donc, il faut absolument mettre en place autour des espaces éthiques, parce que moi, je crois vraiment que c'est là que les choses peuvent se faire, des réflexions comme ce soir, mais ensuite des réflexions en action. C'est la mise en réseau d'un certain nombre de personnes qui, à leur place, vont faire des petits et puis vont essayer de donner la parole, pas aux usagers, j'aime pas du tout cette expression. Ce n'est pas des usagers, c'est la parole des personnes elles-mêmes, et en tout cas de ceux qui peuvent suffisamment la connaître pour nous interpeller. Je crois avoir vu toutes les questions. Voilà. Vous avez constaté, comme on a besoin de gens précieux, de personnes précieuses comme Anne, on a la chance depuis des années d'avoir comme ça un réseau qui se constituait. C'est vrai qu'Anne, elle nous apporte énormément. Un immense merci, vous l'avez tous vu à quel point les questions sont posées, les questions aussi d'un point de vue pragmatique. Parce que souvent, quand on pense à la tolérance, c'est l'acceptable, l'inacceptable. Et les professionnels aujourd'hui, sur le terrain, sont clivés entre j'accepte, je ne suis pas tout à fait en phase avec ce que je voudrais faire, avec un certain idéal du soin, mais si je ne le fais pas, alors c'est encore pire. Et c'est tous ces moments très très difficiles qui rendent quelquefois d'ailleurs des questions difficiles à soutenir. Parce que sur le front, quand les gens sont confrontés à une réalité difficile, c'est pas si évident de faire de l'éthique. D'où notre nécessité aujourd'hui d'apporter ces réflexions. En tous les cas, mille merci. Alors je propose la petite ponctuation avec la vidéo. Et ensuite, vous allez voir, on va se retrouver dans un champ extrêmement important. Et vous verrez s'il est inspiré ce soir, comme d'habitude. Jacques, il va nous porter très haut dans la dernière partie de notre rencontre. On reprend le micro. La prochaine fois, la technique sera au rendez-vous. Nous sommes situés dans l'espace, dans le temps, donc nous avons un angle de vue qui est forcément étroit, limité, étriqué même. Et donc, cette tolérance, ça consiste justement à développer la curiosité pour le point de vue des autres, en sachant qu'il y a tout à espérer
du fait que de toutes ces vérités différentes qui sont, mettons, réunies autour d'une table, il y aura de la complémentarité et davantage les points de vue seront différents et pris en compte en tant que chaque fois différents, davantage il en résultera une vérité moins incomplète qui sera issue de l'ensemble et non pas d'un point de vue unique, mais du collectif. Et me semble-t-il, ça c'est la tolérance à laquelle dont nous avons besoin spécialement par les temps qui courent, où me semble-t-il nous avons collectivement une difficulté avec l'autre, avec l'altérité, avec celui qui n'est pas moi. En fait, lorsqu'on est responsabilisé, lorsqu'on a la chance d'écouter, lorsqu'on a la chance d'entendre et lorsqu'on a la chance de s'y intéresser, on va valoriser. Et là, il va s'installer quelque chose que la tolérance va permettre, c'est l'apprentissage ensemble. Tout ça, c'est singulier. Le mélange de ça ne peut être que singulier. Donc, faire du compromis de chaque côté et donc tolérer ce que l'autre veut, effectivement, ne peut aboutir qu'à quelque chose d'étriqué. On va forcer pour faire rentrer dans la boîte. Donc, si on part avec cette attitude, cette volonté de tolérer, cette volonté de compromis, effectivement, il va falloir s'asseoir sur la valise pour la fermer. Si on part avec cette connaissance, cette reconnaissance de la singularité de l'autre, là, on est plus dans une forme de puzzle. On va faire rentrer les choses. Et là, ce n'est pas du puzzle à 10 pièces ou à 100 pièces. On peut créer ce puzzle à autant de pièces qu'on veut pour aller vers un projet commun, en fait, hein, puisqu'on est dans les questions du soin, pour aller tendre vers un projet commun. Et ça, c'est toute la difficulté, parce qu'on parle de relations humaines. Et puis, il y a dans l'homme quelque chose de profondément difficile, et c'est la paresse. Car ce que nécessite aujourd'hui l'éthique par rapport à la tolérance, c'est de faire un effort soi-même pour aller vers l'autre, c'est de faire un effort soi-même pour comprendre autrement. Cette question de la tolérance, qu'est-ce qu'on tolère du point de vue de nos confrères, de la différence de nos confrères, et puis en se disant, bon, on verra. C'est justement, est-ce que ça suffit? Voilà, la question reste posée. Et puis c'est la vie en même temps, hein, d'un autre côté, on est aussi, la vie est créative, et la vie pour nos patients, elle est aussi très créative, il y a besoin de liberté aussi, tout simplement. La question de la tolérance est du côté de la liberté. Heureusement que la liberté de la vie, la créativité de la vie est très forte, et elle agit, bien sûr, donc faut rester très ouvert sur ce sujet. Au contraire, oui, aussi.